Bonjour, je suis Séverine de Coaching App. Je suis coach en développement personnel et professionnel. Je suis également formatrice et consultante RH et praticienne en hypnose ericksonienne. Je voulais faire un live aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est souvent posée, directement ou indirectement. À quoi ça sert un coach? C'est quoi la différence entre un coach et un psy? Est-ce qu'il y a des résultats? Qu'est-ce qui se passe dans une séance de coaching? Est-ce que j'en ai besoin et à quoi je le vois? Voilà, à toutes ces questions-là. Alors, déjà rapidement, je vais vous expliquer mon parcours et ce qui m'a amené à cette profession de coach. J'ai été pendant une vingtaine d'années manager d'équipe dans le domaine du travail temporaire. Donc, je m'occupais au départ, j'étais commerciale et puis après, je me suis occupée d'une agence, puis de 2 agences. Et puis, quand j'ai un peu fait le tour de la profession et quand surtout j'en ai eu marre d'être responsable de l'irresponsabilité des gens. Je m'explique. Quand vous ouvrez votre agence le matin à 8 heures et que vous avez la veille démarché une entreprise pour à la fois étudier ses besoins, étudier ses postes de travail, lui vanter les qualités d'un super candidat que vous venez de recruter, etc. Et que la personne se laisse convaincre et vous dit allez banco, je vous teste quelque part, je vous fais confiance. Et vous appelez votre candidat en rentrant vite à l'agence et qui est ravi d'avoir trouvé du travail. Vous lui donnez tous les éléments pour aller au travail le lendemain. Et le matin, quand j'arrive à l'agence à 8 heures, que j'ai le répondeur qui clignote, et avec l'entreprise très très en colère qui me dit que mon candidat n'est jamais arrivé. Et alors on l'attend. Au début, je me dis mais il est en retard. Même si au fond de moi, je me dis aïe aïe, ça sent pas bon. Et puis en fait, il n'arrivera jamais. Donc je dis pas que c'était mon quotidien, mais en tout cas, ça arrivait très régulièrement. Il y a des personnes qui avaient de bonnes raisons, d'autres qui tout simplement ne s'étaient pas réveillées ou le scooter n'avait pas démarré ou avaient trouvé une mission encore mieux mais avaient oublié de me le dire. Bref, voilà. Et moi, je prenais toute la colère, ce qui est bien normal, de l'entreprise qui m'avait fait confiance. Et par la même occasion, je pouvais perdre ce nouveau client qui s'est dit, voilà, ma cocotte, elle m'a vendu du rêve, elle m'a vendu du sérieux, du professionnalisme, et au final, elle est comme les autres. Donc bon, c'était pas toujours évident à vivre. Et pour quelqu'un comme moi qui est assez perfectionniste et qui est surtout très responsable, moi j'ai une grande pour moi, la valeur de la responsabilité, du fait d'assumer la parole donnée, c'est très très important. Donc du coup, j'avais un petit peu de mal à comprendre ce type de comportement. Donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et après un rapide aperçu d'avoir mon magasin à moi pendant quelques mois, où là, bon, je me suis éclatée dans le domaine de la vente et conseiller les clients, sauf que j'avais peu de clients, c'était compliqué parce que je démarrais, j'étais un petit peu planquée au niveau du local, etc. Et j'ai passé le plus clair de mon temps à attendre. Et là, c'était très très frustrant. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi non plus ça. Donc voilà, je me suis remise en question. Et puis, étant dans le travail temporaire, avant, j'avais forcément tout un tas de contacts dans des entreprises. Et puis, une entreprise m'a tendu la main et m'a offert l'opportunité de rentrer d'abord sur du crédit de contrôle, ce qu'on appelle, c'est du recouvrement de créances. Donc, je m'occupais de collecter les créances et de gérer avec des clients qui étaient des magasins sur l'Europe, notamment l'Europe du Sud pour mon cas, tout ce qui est payé, impayé, plan de paiement, etc., etc. C'était très intéressant, très différent de ce que j'avais fait auparavant. Et, mais voilà, j'ai beaucoup appris, notamment de l'écoute de l'autre, de savoir comment, tout en ayant un poste qui est quand même pas facile, parce que recouvrir des créances, c'est pas simple. Mettre quelqu'un au contentieux, c'est pas simple. Mais quelque part, de temps en temps, il faut aller jusque-là, et c'est comme ça. Donc, ça m'a donné beaucoup de courage. Du sérieux, du cadre, parce que c'est une profession où il faut être très cadré, et, mais aussi de se dire on peut y mettre de soi dans ce métier-là aussi. On peut y mettre de la compréhension, de l'écoute, de l'accompagnement. On peut y mettre sa patte et en faire quelque chose d'un peu moins dur. Et dans la même entreprise, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste suite à ça de RRH, donc responsable ressources humaines, toujours sur la partie magasin et sur tout ce qui est Europe du Sud et France.
Et ça a été passionnant pour moi, passionnant parce que j'ai toujours voulu faire des RH, c'est l'option que j'avais prise en école de commerce. Et l'humain a toujours été au cœur de mon métier, même dans le travail temporaire, hein, c'est l'adéquation entre les besoins d'une entreprise, l'écoute d'un patron ou d'un chef de service, et puis à côté de ça, le recrutement d'une personne et ses motivations, ses freins, ses moteurs, etc. Enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne. Donc les RH m'ont passionnée. Je suis arrivée dans un contexte, et je le savais, très compliqué, et notamment dans les entreprises de textile. Et forcément, mon travail a plus consisté à fermer des magasins qu'à en ouvrir. Et donc, j'ai continué à développer ce fameux courage que j'avais déjà un petit peu initié dans ma fonction au crédit de contrôle. Et là, il a vraiment fallu enfiler ma cape à la fois de superwoman parce qu'il y avait une charge de travail énorme, et à la fois comme un espèce de masque où je me mettais, où je m'empêchais de ressentir quand je débarquais dans un magasin et que j'annonçais à 5, 10, 12 personnes que c'était terminé. Mais quelque part, je faisais partie de ce schéma-là. J'avais accepté le poste. Je devais donc faire appliquer les stratégies de l'entreprise. Et dans une majorité des cas, je comprenais les décisions, tout à fait. Je comprenais, après c'est une question de chiffres, hein, tout simplement, de compte de résultats, etc., d'EBITDA, enfin bon, tout un tas de données financières. Et bien sûr que je comprenais, mon esprit logique comprenait tout à fait ce que j'étais en train de faire. C'est plutôt mon cœur qui avait du mal, qui rentrait en résistance, et je le sentais très très fort. Et vers les derniers mois, je le sentais de plus en plus fort. Des événements de vie un peu douloureux sont venus se cumuler à ça. Et j'avais au préalablement perdu ma maman dans un accident de voiture il y a une quinzaine d'années. Là, j'ai perdu mon papa subitement d'un arrêt cardiaque en randonnée. Et je crois que ça a mis en perspective d'autres choses. C'est poser la question du sens, c'est poser la question de qu'est-ce que je fais de tout ça, de tout ce qui m'arrive dans mon histoire personnelle, et comment j'ai pu à ce point occulter que forcément ça aurait des résonances. Et donc voilà, j'ai commencé à me questionner fortement tout en continuant à faire mon métier. Et puis à un moment donné, à force de résister, il a fallu un autre événement, pareil, la perte d'une personne, mais un peu plus âgée, donc c'était, on va dire, un petit peu plus normal. Mais en tout cas, ça a fini d'achever, on va dire, cette espèce de truc que je me suis pris en pleine figure, de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie, de ton métier? Est-ce que c'est ça pour toi, s'occuper des gens, les accompagner? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Et alors bon, clairement, je suis tombée en burn-out, hein, voilà, ça c'est bon, je m'en suis pas rendu compte, hein, c'est autour de moi qu'on s'en est rendu compte et qu'on m'a un petit peu forcé la main pour aller consulter un docteur, voilà, pour mettre toutes ces choses en place. Moi, j'avais rien vu venir, très clairement. Je savais que j'étais, oui, fatiguée, chargée, etc. Mais ça me paraissait normal de par la fonction, de par le contexte. Vous savez, on se trouve 50 excuses dans ces cas-là, et ça a fait l'objet d'un de mes lives, et je pourrais en refaire sur ce thème parce qu'il est inépuisable, contrairement à l'humain qui lui est épuisable pour le coup. Et donc j'ai pas fait attention à ma petite carte émotion. Je travaille beaucoup avec les cartes émotions, et à celle-ci qui dit je me sens épuisée. Mais moi je me sentais jamais vraiment épuisée, ou je me disais ça va pas durer. Bon, voilà. Il se trouve que ça a été un petit peu plus compliqué que prévu, et donc par la force des choses j'ai dû m'arrêter. Et là, forcément, très très compliqué pour une personne comme moi de s'arrêter, avec toutes les petites voix qui viennent s'inviter, hein, vous savez, t'es pas capable, t'es fragile, pourquoi les autres ils tombent pas et toi oui, enfin voilà, tout ce qu'on peut se raconter quand on tombe en burn-out. Et alors au début, oui, il y a de la résistance, au début on veut y retourner, au début on se dit qu'on laisse tomber tout le monde, que c'est horrible, comment ils vont faire sans moi, enfin voilà, avec tout cet ego qui se réveille. Mais bon, je pense que ça fait partie enfin, je sais pas, je pense, ça fait partie du processus. Et puis après, j'ai une autre petite voix qui est venue très vite s'inviter et qui m'a dit, qui m'a gentiment suggéré de profiter de ce temps. Alors non pas profiter, mettre les doigts de pied en éventail, parce que c'est pas dans ma typologie, mais en tout cas de dire, bah ok, de toute façon c'est comme ça, donc qu'est-ce que tu peux en faire? Alors je me suis mise à écrire. À la base, je voulais juste écrire des idées, ce qui me traversait la tête, l'esprit, des sentiments, des idées sur comment je voyais les choses, l'entreprise idéale, le management idéal, les ressources humaines idéales. Enfin voilà, j'ai écrit plein de choses.
Et puis, en écrivant, je me suis mise aussi à beaucoup aller marcher. Et je me suis rendu compte qu'en marchant, j'avais aussi plein d'idées qui me venaient. Ça me faisait déjà beaucoup de bien au corps, à la tête, au cœur, et que en marchant, j'arrivais à me déconnecter d'un truc un petit peu trop intellectuel et que d'autres choses bien plus créatives m'arrivaient aussi. Et que c'était intéressant cette démarche. Et puis, je me suis reconnectée à ce que mon corps me demandait. Je sentais beaucoup de résistance dans mon dos, partout, hein. Le burn-out, ça vous abîme vraiment, vraiment le corps. J'avais les mâchoires tout le temps serrées, enfin, bon, c'était très compliqué. Et je me suis souvenue que un temps, je faisais du yoga régulièrement. Et je m'étais dit, bah tiens, pourquoi ne pas recommencer en fait. Donc j'ai repris contact avec ma prof de yoga et j'ai recommencé dans un groupe au début de personnes qui avaient 70 ans à la base, sur du yoga très très doux, avec du ballon, enfin des choses très douces. Et avec une prof de yoga qui a été bien plus qu'une prof de yoga, qui a su être à l'écoute de mon corps, de mon cœur, sans rien me dire d'ailleurs. On a très peu échangé au final, mais juste par son regard, par voilà, les choses qu'elle me faisait faire, une main appuyée un petit peu plus au niveau de mes épaules pour m'aider voilà, à me soulager. Enfin voilà, tout un tas d'attention. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je prenne soin de moi aussi. Il faut que je fasse attention à moi. Cette douceur que je ressentais, je ne me l'accordais pas et je me suis dit, il faut que je me l'accorde. Ça fait partie du processus de guérison. Et j'ai eu de la chance, entre guillemets. Mon burn-out est tombé en septembre et il est encore très très beau. Et à ce moment-là, j'habitais au Pays Basque, près de la mer. Et donc, j'ai beaucoup été nager dans l'océan. Et ça a été très libérateur. Encore très différent de la marche, parce que du coup, il n'y a plus du tout la pesanteur du corps. Et il y a quelque chose d'assez magique. Comme si, je ne sais pas, comme si euh, plus rien n'était important, ou en tout cas lourd, que tout était fluide et que on pouvait même s'empêcher de penser rien qu'en alignant des mouvements. Et par une espèce de répétition. Et qu'on pouvait trouver une forme de paix et de sérénité dans cette répétition-là et dans un environnement qui nous portait. J'ai beaucoup aimé cette image-là et j'avais lu aussi des livres comme quoi il fallait s'allonger, vous savez, en étoile en regardant le ciel et puis juste immerger les oreilles et écouter le bruit. Et c'est vrai que c'est très très apaisant, je vous invite à le faire. Et il y a une espèce de communion entre ouais, les éléments, entre son corps, son cœur, le bruit de l'océan, voilà, on perçoit ce qu'il y a autour, mais sans vraiment être là. C'est assez magique cet état-là d'espèce de transe. Et voilà, et tout ça a fait que, en combinant ça pendant plusieurs mois, j'ai repris du poil de la bête, comme on dit. J'allais de mieux en mieux. Et puis en lisant mes écrits, je me suis rendu compte que c'était pas simplement des idées mises les unes à côté des autres et que je pouvais en faire quelque chose. Donc j'ai décidé d'écrire un livre qui est sorti sur une plateforme gratuite et qui s'appelle Imen, mon coaching post-burnout, Imen, Y-M-E-N, pour yoga, marche, écriture et nage, où je raconte mon histoire, je raconte mon burnout, je raconte surtout comment je m'en sors, et puis j'y mets aussi de la théorie et puis des idées sur de la bienveillance au travail, sur comment faire, si je devais être RH à nouveau aujourd'hui, comment je m'y prendrais pour apporter un petit peu plus de qualité de vie au travail, pour être bien au travail, etc. Et comment j'aurais pu faire différemment. Voilà, donc je mettrai un petit lien si vous voulez, juste pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, aller consulter ce livre. Et donc tout ça, ça me traîne jusqu'à décembre. Et puis en janvier, je me suis dit, voilà, il faut que je tourne une page. Je ne peux pas retourner dans l'entreprise, ce n'est pas possible. Plus avec ce que j'avais découvert de moi, du temps que j'avais, du coup de ma présence à ma famille, parce que c'était quand même un vaste sujet. J'étais absente du matin 8h moins 10 jusqu'au soir 20h ou à 20h30, voire plus. Donc là, j'ai découvert que j'avais une famille hein, et que c'était très agréable de s'en occuper, d'être présente, de partager des vrais moments. Donc voilà, ça c'était clair qu'il fallait que je trouve une solution pour sortir de là. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir un manager RH très bienveillant et qui, malgré bien sûr toute cette difficulté dans laquelle involontairement il m'avait plongée, a su m'accompagner par contre pour sortir et je lui en serai toujours reconnaissante. Et donc il m'a, dans mon départ, voilà, organisé une petite formation. Je dis petite, c'est un petit mot parce qu'en fait c'est une grande formation à Bordeaux avec l'atelier des coachs, une formation de coach parce que j'avais décidé que
ben, je pouvais aussi m'occuper entre guillemets, parce que je sais que la coach ne s'occupe pas des autres, on n'est pas soignant, hein, mais en tout cas que je pouvais, j'avais quelque chose à apporter de par mon écoute, de par mon histoire aussi, de par peut-être mon calme, ma capacité d'analyse, d'écoute, mais également ma mise en action, parce que moi je suis quelqu'un quand même qui est très active et qui aime bien la réussite, le résultat. Je, je pouvais faire quelque chose avec des personnes qui avaient des problématiques, qu'elles soient personnelles, professionnelles. Et donc ça, c'était assez évident que j'allais faire cette formation. Et après, quelque chose m'a pris comme ça, et parce que de plus en plus, j'ai appris à écouter mon instinct. Et je me suis dit, mais ça ne me suffira pas. Ça ne me suffira pas parce que j'avais commencé à toucher du doigt autre chose. Des choses un peu plus spirituelles, euh, qui, selon moi, ne partiraient pas que grâce au coaching. Et qu'il allait falloir que je vienne y mettre une petite touche de thérapie brève ou de médecine un petit peu parallèle. Donc, je me suis renseignée sur différentes formations et je suis tombée sur un monsieur et un site très bien fait de l'IHPNL à Bordeaux. Et donc, en me renseignant, je me suis dit, voilà, c'est l'hypnose que je veux faire. C'est l'hypnose évolutive, l'hypnose ericksonienne, parce que dans l'hypnose, on retrouve de toute façon une partie coaching, entre guillemets, hein, avec l'anamnèse qui se fait en début de séance et qui est clairement du questionnement, exactement comme le coaching. Mais après, on vient aider, en travaillant avec l'inconscient, à lever certains freins. Et inconscient, forcément, et tout en faisant ce travail, à libérer la personne de choses dont elle n'a pas conscience pour pouvoir continuer à avancer vers un objectif. Donc, je m'étais dit comme ça assez spontanément, ça pourra, à mon avis, tout à fait se combiner avec le coaching. Ce ne sont pas deux activités distinctes, même si ce sont deux techniques distinctes. Mais à certains moments, ce sera peut-être utile que j'ai et l'un et l'autre. Et donc, je me suis lancée dans ces formations. J'ai été certifiée. Et j'ai été très heureuse. Très heureuse parce que pendant toutes ces formations, déjà, on est en pratique en permanence, que ce soit en hypnose et en coaching. On coach des personnes, on hypnotise des personnes, on est coaché, on est hypnotisé. Donc, c'est vraiment très interactif. On est vraiment dans l'expérimentation. On fait un énorme travail sur soi parce qu'à chaque fois qu'on est coaché, forcément, il faut qu'on amène un sujet sur la table à travailler. Quand on est hypnotisé, on amène un sujet, une problématique à travailler. Donc, je peux vous dire que je commence à très, très bien me connaître. Et du coup, j'ai développé des capacités à m'auto-coacher et à m'auto-hypnotiser pour que je puisse continuer à travailler sur moi parce que forcément, il y a toujours des petites voix qui s'invitent. Hein. C'est pas miraculeux, mais en tout cas, maintenant, je sais comment les écouter et après, je sais quoi en faire en tout cas. Et, et donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis coach devant vous. Je travaille en cabinet, je travaille beaucoup à distance et ça m'a bien aidé et ça m'aide encore bien pendant cette crise sanitaire. Je travaille sur différentes thématiques, à la fois sur du coaching, ce qu'on appelle en développement personnel. Je reçois des personnes, par exemple, sur des thèmes comme la famille, le couple, sur des thèmes comme la confiance en soi, sur la gestion de ses émotions, des peurs, sur la capacité ou l'incapacité de se mettre en action, de prendre des décisions, sur des changements de vie, des gens qui ont pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très équilibré et qui veulent redonner un petit peu de sens à leur vie, d'autres qui veulent se reconvertir. J'accompagne des étudiants dans leur orientation. J'accompagne des personnes qui connaissent de sévères addictions. Quand je parle d'addiction, je parle d'alcool, je parle de drogue, et voir comment petit à petit ramollir un petit peu ces addictions et leur en donner d'autres meilleures pour eux, plus écologiques pour eux. Donc aller renforcer leurs ressources, je ne sais pas moi, que ce soit loisirs, hobby, enfin tout ce qui peut les sortir de là. Je travaille également avec des enfants, des adolescents. Et je travaille sur des thématiques après plus professionnelles, on va dire, donc bien entendu sur l'accompagnement du burn-out, la gestion du temps, la planification, la gestion du stress, la prise de parole. Je travaille sur le leadership, sur comment être un manager humain aujourd'hui, tout en étant efficace, bien entendu. Je travaille également sur comment gérer les transitions dans une entreprise. Voilà, toutes ces thématiques qui s'invitent de toute façon et tout est très croisé. Il y a rarement un coaching professionnel, en tout cas avec une thématique a priori professionnelle, qui ne va pas aboutir sur, à un moment donné, une séance où on va parler de croyances, on va parler d'émotions, on va parler de freins. Ouais, bien entendu, tout est lié. Quand on est manager, on est avant tout humain. Et quand il y a des thématiques également, a priori que personnelles,
on va forcément aller y mêler peut-être un peu de travail parce qu'il y a peut-être des choses à aller régler là, à ce niveau-là aussi, ou en tout cas comment ajuster ce qu'on vient d'apprendre dans une sphère privée, comment l'ajuster au niveau pro. Donc voilà, tout est quand même assez transposable et assez imbriqué. Et j'avoue que c'est très satisfaisant pour moi de faire ça parce que je me rends compte que ça y est, je suis très alignée avec ce que je fais. J'ai enfin atteint ma conception en moi d'accompagner l'humain. C'est ça pour moi les ressources humaines, relations humaines, enfin le mot qu'on veut là-dessus. Mais en tout cas, c'est exactement ce que j'attendais. Donc je ne suis déjà pas du tout déçue, mais bien au contraire, je suis de jour en jour étonnée, émerveillée par l'apport des personnes, la confiance qu'ils témoignent assez spontanément, les histoires qu'ils mettent sur la table et qu'ils me font l'honneur de partager, les lumières que je vois dans leurs yeux quand ils entrevoient des solutions, la fierté que je lis quand ils se mettent en action. Et même à la fin, j'ai terminé par exemple une 6e séance aujourd'hui, et même si on se reverra, je le sais, sur d'autres thématiques, à la fois beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion et un peu de tristesse quand un coaching s'arrête parce que c'est vraiment une histoire que l'on a créée, une relation de confiance et c'est très très beau. Et même dans mon cœur, je le sens dans le cœur du coaché ou de la coachée aussi. Et, et voilà, le sens pour moi, il est là aujourd'hui. Il est trouvé, il est clair. C'est un alignement de tout, à la fois de l'esprit, parce que je suis en permanence en train d'apprendre des autres, apprendre sur moi, apprendre tout court. Je passe mon temps à découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux outils, de nouvelles approches pour pouvoir être à la fois performante, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire encore plus à l'écoute, encore plus outillée pour vraiment être vraiment utile. Donc c'est vraiment toute cette comment dire, voilà, cet alignement de l'esprit, du corps, parce que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse attention à mon corps, et écouter son cœur, écouter ses émotions, ne plus les réfréner en se disant que ça passera, mais au contraire, les faire émerger, identifier, et puis les apprivoiser en leur parlant, en leur donnant des petits noms gentils, et puis en leur faisant se parler entre elles, et puis qu'il y en ait une qui est un peu plus sympa qui prenne le dessus. Mais voilà, j'ai compris tout ça. C'est ma vision, en tout cas, du coaching, de l'accompagnement. C'est une vision, on pourrait parler d'holistique, alors ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'il y a un côté très spirituel. Voyez juste une méthode globale où je ne vais pas seulement questionner que le contexte vraiment que vous m'apportez, mais vraiment l'ensemble, l'environnement, qui vous êtes. Euh, euh, pourquoi ces choix, mais surtout comment vous faites avec ces choix, quelles sont les conséquences, etc. Voilà, je vais vraiment m'intéresser à tout, comme une espèce de vision à 360 de ce que vous m'apportez, pour être sûr de ne rien oublier, et du coup d'avoir vraiment un coup d'œil vraiment très exhaustif sur la situation que vous m'apportez, et avoir du coup le questionnement le plus efficace. Donc, comme je vous le disais, je consulte en cabinet en visio. Je suis à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94. Je peux être amenée à me déplacer lorsque je fais des ateliers, par exemple, des ateliers de 2 heures sur une thématique particulière. Je fais de la formation également sur des thématiques en développement personnel, également sur de l'entreprise. Et voilà, si vous souhaitez ne serait-ce qu'échanger sur l'utilité d'un ou d'une coach, sur par rapport à quelque chose que vous rencontrez, est-ce que je peux être utile ou pas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. C'est bien entendu gratuit cet échange. Et tous les premiers échanges que je fais, et qui en général durent entre une demi-heure et voire un peu plus, où on débat de ce qui vous arrive, et moi je vous explique comment je pourrais éventuellement vous apporter mon aide. Voilà, tout cet échange-là, il est important parce que c'est le début de notre relation, ou pas d'ailleurs, si vous décidez de ne pas continuer. Il y a des personnes qui, une fois raccrochées, au bout d'une demi-heure, même 45 minutes, j'ai pas de nouvelles pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il faut laisser le temps à maturer parce que c'est un acte de courage de venir faire du coaching. Ça veut dire quelque part, à partir du moment où on a décroché son téléphone pour prendre un rendez-vous, c'est qu'on a décidé. C'est qu'il y a une détermination qui est là pour se prendre en main sur n'importe quelle problématique. Ça peut être de la prise de poids, ça peut être une phobie si on est plutôt dans le cadre de l'hypnose, ça peut être sur changer de poste, ça peut être vraiment sur préparer un examen, etc. Mais quand on a, ça y est, passé le cap de décrocher son téléphone, c'est que le boulot, il est fait à 50%. Et après, moi, je suis qu'une facilitatrice, on va dire, de prise de décision.
et de mise en situation qui vont faire que vous allez atteindre votre objectif au bout de 5, 6 séances. En général, on dit qu'il faut 6 séances pour un coaching assez complet. Et après, bien sûr, je fais des coachings, ce qu'on appelle flash, sur une problématique particulière. Moi, j'ai une personne qui m'a contactée il y a 2-3 mois par rapport à une adolescente sur une capacité, en tout cas une incapacité à se concentrer. Et donc voilà, on a fait une séance de 2 heures et depuis, nickel, tout se passe très très bien. Et j'aurai peut-être après, je sais pas, l'opportunité de retravailler avec cette adolescente sur une autre thématique, mais ça me va très bien. On va dire, c'est vous, hein, c'est vous qui savez. Moi, je suis là que pour m'adapter à votre demande, vous dire si je peux y répondre ou pas, et en toute humilité, et, et toujours dans un contexte de confidentialité, bien entendu, de non-jugement et de bienveillance. Je vous invite, si vous le souhaitez, à consulter mon site internet www.coachinganow.com, ma page Facebook, mon Instagram, ma chaîne YouTube où je mets quelques vidéos. Je partage des articles également sur mon site, sur le blog, donc n'hésitez pas, vous pouvez regarder. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous dis à très bientôt. Les rendez-vous ne se prennent pas sur mon site, ils se prendront bientôt sur Doctolib. Mais en tout cas, partout vous avez mes coordonnées, que ce soit téléphone portable ou mail. Donc je me ferai vraiment un plaisir d'accueillir vos demandes, vos suggestions. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.